Guten Abend, willkommen, bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble pendant 52 minutes. En seconde partie d'émission, nous irons en Chine, un pays toujours officiellement communiste, mais qui se débarrasse de ses pauvres et gentrifie les centres-villes, à commencer par Pékin. Le pouvoir entend faire place nette pour que la capitale de l'empire du milliard soit aussi celle de la future première puissance mondiale. Mais nous vous emmenons d'abord au Proche-Orient, dans la bande de Gaza, une zone de 365 km² dont la population vit, ou plus exactement survit, dans des conditions particulièrement difficiles. Victime d'une réconciliation qui tarde à venir entre les frères ennemis du mouvement palestinien, les islamistes du Hamas et les laïcs du Fatah, asphyxiée par le blocus israélien et inquiète quant au gel annoncé de l'aide américaine, cette enclave est en pleine agonie. Dans cette prison à ciel ouvert, le chômage bat des records, les salaires ne sont plus payés. On le sait, la crise sociale peut constituer le terreau d'une révolte de grande ampleur et sous ces latitudes, cela ne se termine jamais bien. D'où la nécessité d'une solution politique dont on ne voit pas aujourd'hui le début d'une esquisse. À Gaza, chaque jour qui passe attise les braises de la colère et de la haine. Reportage Michael Unger et Thomas Vollherbst. Ces hommes osent l'impensable. Avec leurs bulldozers et leurs camions, ils protestent contre leurs dirigeants qui les ont conduits à la ruine. Ces chauffeurs n'ont quasiment plus de travail. En cause, le blocus israélien mis en place depuis les tirs de roquettes du Hamas, mais aussi la mauvaise gestion et l'administration défaillante des Palestiniens eux-mêmes. Le lieu de la manifestation n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit du siège du gouvernement. Avec leurs camions vides, ils souhaitent attirer l'attention de la communauté internationale et exprimer leur colère contre le régime du Hamas. La bande de Gaza est au plus bas économiquement. La faute revient en partie au blocus israélien. La situation est vraiment désastreuse. Le taux de chômage dépasse les 46%. Plus de 250 000 personnes sont sans emploi. 65% de la population vit dans la pauvreté ou dans un dénuement extrême. Et plus de la moitié ne mange pas correctement. Tout cela montre bien que la situation économique est de plus en plus catastrophique. Appauvrissement, blocus, surpopulation, rien de vraiment nouveau. Mais aujourd'hui, les 2 millions d'habitants subissent en plus la guerre fratricide que se livrent les Palestiniens. Après 10 ans au pouvoir, le régime du mouvement islamiste Hamas est affaibli. Son principal soutien financier, le Qatar, l'a lâché. En octobre dernier, le Hamas a officiellement cédé le pouvoir à l'autorité palestinienne, mais c'est une réconciliation de façade. Le pouvoir d'achat de la population est au plus bas. Alors les commerçants patientent devant leurs boutiques et les rues sont remplies d'ordures en train de pourrir. La société se radicalise. Gaza est devenu un pays inhabitable selon l'ONU. 97% de l'eau y est contaminée, les stations d'épuration ne fonctionnent plus correctement et les eaux usées souillent la nappe phréatique. La bande de Gaza aurait besoin de 500 MW par jour, mais n'en a que la moitié. Ses habitants n'ont parfois que 4 heures de courant par jour. Pour le reste, ils utilisent des batteries ou des générateurs, ce qui leur coûte cher. Chaque foyer qui dépend de ces appareils gourmands diesel doit payer en moyenne 10 € par mois. Cela fait 70 ans que des familles pauvres comme celle de Jawad Al-Kerem vivent dans le camp de réfugiés d'Al-Shati. Malheureusement, nous avons besoin de ces générateurs, car les pannes d'électricité sont fréquentes. Le problème, c'est qu'on n'a plus un sou en poche et pas d'eau courante. On a besoin de ces générateurs pour pomper l'eau. Qui peut vivre sans eau? En plus, il y a les hôpitaux, et puis on a des personnes âgées, des malades, et puis des enfants aussi. Il faut bien qu'on fasse la lessive et qu'on se douche. Et si on ne paie pas l'électricité, eh bien, on nous la coupe. La crise est générale et la colère gronde.
Ici, des employés du secteur de la santé sont en grève car le Hamas ne verse plus leur salaire. Au cours des 4 derniers mois, ils n'ont été payés qu'une seule fois. C'est tout simplement parce que le président palestinien Mahmoud Abbas n'a pas transmis l'argent nécessaire au ministère à Gaza. Une façon de faire pression sur le Hamas. Ici, la solidarité nationale n'a pas cours. Nous, les employés de la santé, nous sommes venus ici pour manifester contre le refus du ministère de verser nos salaires. Et nous protestons également contre les réductions de salaire chez les employés qui sont directement payés depuis Ramallah. Aujourd'hui, à cause de la baisse des salaires, beaucoup d'employés ne peuvent même plus venir travailler. Ils ne gagnent tout simplement plus rien. Nous exigeons d'être payés sur le champ, autrement, c'est tout le système de santé qui va basculer. Il n'y a rien, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médicaments. Il y a des gens qui veulent se soigner, il n'y a rien. On voit le noir devant nous, c'est tout. Pour la première fois depuis 60 ans, le grand hôpital Al-Shifa est lui aussi touché. Heba, 9 ans, a un abcès au cerveau et attend depuis plusieurs jours d'être opéré par le docteur Atter, qui a fait ses études en Allemagne. Nous avons de nombreux patients qui ne peuvent pas être opérés ici parce que nous n'avons pas d'électricité, pas d'équipement ou pas d'eau. Beaucoup trop de choses manquent à Gaza. C'est une catastrophe, on peut le dire, la situation est vraiment catastrophique. Ici, un médecin gagne à peine 300 € par mois. Selon l'OMS, les hôpitaux de Gaza ne disposent plus que de 40% des médicaments nécessaires. Tout fonctionne au ralenti. Ici, en ce moment, on ne réalise que les opérations d'urgence et seulement certaines interventions. Mais autrement, l'activité s'est très fortement ralentie. Pour gérer les stocks de médicaments, les médecins ne prescrivent parfois que la moitié des doses. Plusieurs cliniques et dispensaires ont dû suspendre en partie leur activité au cours du mois dernier à cause du manque de carburant. Dans ce contexte, l'hôpital Al-Shifa s'en sort encore à peu près. Jusqu'à présent, l'hôpital Al-Shifa a toujours réussi à prendre en charge des patients. Mais si ça empire et qu'on en vient à fermer les portes de cet hôpital, il n'y aura plus aucun système de santé dans la bande de Gaza. Parfois, en cas de panne de courant, on est obligé de s'interrompre, de lancer les générateurs ou de s'éclairer avec nos portables. L'opération s'est très bien passée. On a eu de la chance, on a eu du courant. Ça nous arrive souvent d'avoir une coupure en plein milieu. Et ça ne se termine pas toujours aussi bien. La petite Heba, elle, s'en sort bien. Aujourd'hui, elle a repris l'école. Les tensions entre le Fatah et le Hamas s'accentuent. La situation des fonctionnaires palestiniens en est l'illustration. Le président Mahmoud Abbas a resserré l'étau sur la bande de Gaza. Des dizaines de milliers de fonctionnaires du Fatah licenciés ne touchent plus qu'un tiers de leur salaire. Jusqu'à présent, l'autorité palestinienne les payait alors qu'ils ne travaillaient plus depuis 10 ans. Ils avaient été remplacés par 40 000 employés du Hamas. Ces deux hommes sont salariés du Hamas et sont chargés du contrôle des denrées alimentaires. Sur les marchés, ils chassent les produits périmés. Officiellement, pour protéger le consommateur, mais surtout parce que le Hamas a grand besoin de remplir ses caisses grâce aux taxes et amendes diverses. Comble de l'ironie, ces fonctionnaires n'ont pas été payés depuis des mois, mais ils n'ont pas le choix.
Les commerçants, eux, se sentent pris entre le marteau et l'enclume, ou plutôt entre les fonctionnaires du Fatah, qui contrôlent l'importation des marchandises, et ceux du Hamas, qui verbalisent directement sur place. Et maintenant, je passe à la télé et les gens vont penser que je vends des produits périmés. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste qu'ils ont changé la législation. Quelqu'un a laissé entrer ce produit et c'est à cette personne qu'il faut demander des comptes. Le commerçant écope d'une amende de 12 € et doit retirer la marchandise des rayons. Quand les gens ont entendu parler de la réconciliation nationale, ils étaient plutôt heureux et pleins d'espoir. Ils pensaient que la situation allait s'améliorer. Mais aujourd'hui, la population palestinienne est désespérée car cette réconciliation n'a pas eu lieu. On nous avait promis que des choses s'amélioreraient en un mois, mais tout s'est aggravé. C'est encore pire qu'avant. L'époque où un emploi au sein du Hamas constituait une rente est bien révolue. Je suis tout sauf optimiste concernant notre avenir. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a entendu, ce sont des promesses, mais rien n'a été mis en œuvre. J'espère maintenant qu'on va se retrouver sur la liste des salaires du Fatah et qu'un jour, on sera tous payés comme des employés normaux. Pas de paye, pas de travail. Sans salaire, le pouvoir d'achat de milliers d'habitants de la bande de Gaza s'est réduit comme peau de chagrin. Le marché est au plus bas. Il y a encore 5 ans, on vendait pour environ 600 € de marchandises par jour. Aujourd'hui, c'est 50 à 100 €. Ce que je fais de cet argent, je paie les courses, l'électricité et le loyer. Et j'achète de quoi boire ou de quoi manger. Les gens aimeraient acheter, mais ils se contentent de flâner et de regarder. Les plus pauvres, eux, obtiennent le soutien des Nations Unies. En tout et pour tout, 1 million de personnes, soit la moitié de la population gazaoui, dépend de l'ONU. Tous les 3 mois, elles reçoivent du sucre, de la farine, de l'huile et des légumes secs. Cette femme a droit à 6 sacs de farine, 12 bouteilles d'huile, ainsi qu'une caisse de sardines, du riz et des lentilles, pour nourrir 6 personnes pendant 3 mois. C'est la misère, personne n'a de travail. Mon mari est au chômage depuis longtemps. Il a perdu un œil, il a des problèmes cardiaques, il a fait un AVC, il a du mal à marcher.
Mais le régime du Hamas porte aussi sa part de responsabilité avec sa corruption et sa gestion déplorable des affaires. En ce vendredi matin, il dénonce l'intention de Donald Trump de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem. Ces slogans font de moins en moins recettes et les sempiternels appels à la solidarité sont de moins en moins écoutés. Nos requêtes ont de plus en plus de mal à se faire entendre, c'est vrai. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu imposer nos lois religieuses. Mais nous espérons maintenant que nos frères arabes se montreront solidaires. Nous, en tout cas, nous sommes aux côtés de l'Égypte et de l'Arabie saoudite. Nous sommes leurs frères. Ces dernières années, les extrémistes religieux du Hamas ont soigneusement entretenu la corruption. Leurs dirigeants se portent à merveille pendant que la population s'enfonce dans la misère. Le Hamas nie toute responsabilité et préfère accuser le pouvoir palestinien en Cisjordanie. La balle est dans le camp de l'autorité palestinienne à Ramallah. Le problème, c'est qu'elle coopère avec l'occupant israélien. Elle aide à renforcer le blocus pour asphyxier le peuple palestinien. Plusieurs mois après la prétendue réconciliation, l'autorité palestinienne maintient une partie de ses sanctions, par exemple en bloquant le paiement des salaires. Le président Mahmoud Abbas fait sciemment souffrir son peuple, même le représentant du Fatah le reconnaît. L'autorité palestinienne, c'est-à-dire le gouvernement du président Abbas, est d'avis qu'elle doit faire pression sur le Hamas et le contraindre à faire des concessions. Elle veut le forcer à la réconciliation afin que le Hamas cède enfin le contrôle sur Gaza. Résultat de cette querelle fratricide, la population sombre de plus en plus dans la pauvreté et l'absence de perspective. C'est particulièrement vrai chez les jeunes. C'est pourquoi les étals de vêtements d'occasion à bas prix fleurissent un peu partout à Gaza. Avec le blocus des marchandises, Gaza ne peut pour ainsi dire plus rien exporter. Depuis le lever du soleil, Jawad est sur le marché, mais pour l'instant, il n'a pas gagné un sou. Il raconte que dans la semaine, la vente de ses pigeons d'élevage lui rapporte 20 €. À Gaza, l'élevage de pigeons n'est pas un hobby, mais c'est un commerce alimentaire. On a besoin d'un processus de réconciliation entre tous les Palestiniens. On a besoin de la liberté de voyager pour que l'argent et les marchandises puissent rentrer, pour que les gens puissent nourrir leur famille. Mais aujourd'hui, on est prisonniers et les gens meurent peu à peu. La réconciliation, c'est des racontards dans les médias, des mensonges sur nous, les Palestiniens. Nous, on n'y croit plus. La réconciliation, c'est sur le papier, mais pas dans la vraie vie. Gaza coupé du reste du monde. Une amère réalité essentiellement due au blocus d'Israël, mis en place après les tirs de roquettes de combattants du Hamas. La frustration de la jeunesse de Gaza en est le reflet. Chaque vendredi après-midi, des lanceurs de pierres se rendent à la frontière. Rien à voir avec une troisième intifada, il s'agit d'un rituel, un défouloir, histoire d'exprimer leur désespoir. Dans un scénario sans cesse répété, les Israéliens répliquent à coups de gaz lacrymogène, mais aussi de balles réelles. Un rituel hebdomadaire qui entretient les haines et la liste des martyrs.
Bilan de ce vendredi après-midi, 9 jeunes Palestiniens blessés. Tout aussi hermétique, la frontière de l'Égypte au sud. Le Caire la bloque pour empêcher l'importation d'armes et de matériaux pour la construction de nouveaux tunnels. Quant au passage à la frontière de Rafah, il n'est ouvert que quelques jours par an. Maigre consolation pour tous ceux qui rêvent d'une ouverture permanente de la frontière. Rafah n'en est pas moins l'unique brèche vers le monde extérieur. De toute évidence, il faut avoir des relations pour être inscrit en haut de la liste de sortie du territoire. Ça fait plus d'1 an qu'on attend ici. Ils n'ouvrent jamais la porte. À chaque fois, ils annoncent l'ouverture sur Facebook et sur Internet. Mais il ne se passe rien. Et quand ils ouvrent la porte de Rafah, c'est juste pour laisser sortir des proches du Hamas. Ceux qui sont sur la liste d'attente, qu'ils soient malades ou qu'ils aient besoin de faire quelque chose à l'étranger, ils ne les laissent pas passer. Selon le ministère de l'Intérieur, contrôlé par le Hamas, à Gaza, 30 000 personnes seraient sur la liste de sortie. Une chose est sûre, le Hamas se cramponne au pouvoir de toutes ses forces. La force du désespoir, semble-t-il. La prétendue réconciliation avec les frères de Cisjordanie n'était qu'une manœuvre pour contribuer au maintien au pouvoir du Hamas. Dans les coulisses du mouvement islamiste, pourtant, le soutien et la confiance s'effritent, malgré des discours qui restent convaincus. Le Hamas ne sombrera pas. Le Hamas a fait de nombreuses concessions en position de force et non de faiblesse. Nous sommes prêts à céder le contrôle à tout moment si l'autre partie respecte l'accord. Le Hamas est toujours en position de force maximale et il est prêt à reprendre le pouvoir total. Ultimatum, le Hamas est la plus grande force militaire de Gaza. Ce n'est qu'ainsi que les islamistes tiennent encore l'administration civile. À aucun moment, il n'est question de désarmer ces 20 000 combattants. Récemment, Donald Trump a fait placer son leader Ismail Haniyeh, le patron du Hamas, sur la liste internationale des terroristes. Ce soir, cela ne l'empêche pas de faire la fête. Ce qu'il pense de cette affaire de liste de terroristes, il le dit lors de son départ. Trump peut se torcher avec, avant de mettre le cap vers l'Égypte. Quant aux 2 millions de personnes qui restent enfermées à Gaza, ils pensent à leur avenir. Soit la pression interne fera exploser le chaudron, soit des solutions provisoires seront, comme souvent, trouvées à la dernière minute. La bande de Gaza, où début février, une livraison de vêtements militaires a été saisie par les douaniers israéliens, information révélée par The Times of Israel, selon lequel la cargaison venait de Chine. La Chine qui, cette semaine, était dans l'actualité avec l'ouverture du plénum du comité central du Parti communiste. Celui-ci a proposé de limiter à 2 le nombre de mandats consécutifs pour le président notamment. Cela signifie que Xi Jinping, l'actuel titulaire du poste, pourrait se maintenir au pouvoir autant qu'il le souhaite, jusqu'en 2049 par exemple. Pourquoi cette date, me direz-vous ?
C'est parce que, à cet horizon, l'empire du milliard entend faire de Pékin, sa capitale, celle d'un pays devenu, selon les projections économiques, la première puissance mondiale. Prévoyantes, les autorités préparent déjà l'événement et font place nette. Qu'en termes élégants tout cela est énoncé, cela veut dire concrètement que les pauvres sont évacués des centres-villes. Soucieux de justice sociale, les communistes chinois, voire reportage signé Sébastien Lebelzik d'Ikari Film. Nous sommes à une 50aine de kilomètres du centre de Pékin, au-delà du 5e périphérique dans le quartier de Xinjiang. Jusqu'en décembre, il y avait dans ce quartier près de 120 000 habitants. Ils ont tous été expulsés ou sont sur le point de l'être. Allez voir ce qui se passe là-bas, vous comprendrez. Regardez, ça ressemble à ça maintenant. On doit tout vider et en attendant, on vit au milieu des poubelles. Vous pouvez voir, il n'y a que des détritus dans la rue. On peut même plus passer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On attend les ordres du gouvernement. Nous, les petites gens, on ne peut rien faire contre lui. On ne peut rien faire. Venez voir par vous-même. Venez, venez, suivez-moi. Avec son mari, elle vivait et travaillait ici, dans un petit local de 20 mètres carrés qu'il louait. C'est devenu un dépotoir. Rentrez, rentrez. C'est ici que l'on stockait les marchandises du magasin. Mais maintenant, on a tout vidé. On a eu 3 jours seulement pour prendre nos affaires et dégager. Il ne reste plus que ça maintenant. Ils n'ont que 2 tricycles cabossés pour trimballer ce qu'il reste de leur boutique. Ils vont déposer tout ça à quelques centaines de mètres, dans un quartier tout proche, qui sera lui aussi démoli, mais dans quelques mois. Xinjie y a déjà trouvé refuge. Elle est épicière, elle a été expulsée il y a 1 mois et s'est installée dans cette petite échoppe. Elle a réussi à déménager son stock, mais elle le brade. Tout à 2 yuan, 25 centimes d'euros. Si j'avais refusé de partir, quelqu'un serait venu tout casser de toute façon. Je me suis retrouvée toute seule, sans personne pour m'aider. Je n'étais pas la seule à partir au milieu de la nuit. On a entendu le président Xi Jinping à la télévision. J'ai tout regardé. Il a parlé plutôt bien sur le fond. Il a parlé des réformes, de l'ouverture du pays. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit ? À Pékin, on n'a plus le droit de rester maintenant. Il faut que je me trouve une autre ville pour m'installer. Peut-être Shanghai ou Canton. Pékin ne veut plus de nous. Je n'ai nulle part où aller. Pour eux, tout a commencé le 19 novembre. Ce soir-là, un incendie tue 19 personnes, un court-circuit dans des locaux insalubres, disent les autorités, qui sautent sur l'occasion pour condamner tout ce quartier populaire et quelques autres. La police ferme les boutiques et expulse à tour de bras. Pendant le seul mois de novembre, plus de 200 000 personnes sont chassées, essentiellement dans ce quartier de Xinjiang. Il abritait depuis 20 ans les petites mains du miracle économique chinois, mais il va être rasé au nom de l'hygiène et de la sécurité. Fin novembre, tous ces immeubles et ces entrepôts devront avoir été évacués. Xinjiang devient un quartier fantôme, ce qui tombe à point pour atteindre les objectifs du plan quinquennal. Il prévoit de réduire de 15% la population de Pékin d'ici 2020. C'est une très bonne affaire aussi pour la municipalité qui va pouvoir revendre ses terrains à prix d'or. Bientôt se dresseront ici de beaux immeubles pour nouveaux riches. La municipalité et les promoteurs auront renfloué leurs caisses. Xinjiang, comme tout Pékin, brillera de tous ses feux et les pauvres ne gâcheront plus le paysage.
Les ficelles sont un peu trop grosses. L'affaire provoque une indignation générale face au cynisme de l'État et à ses méthodes barbares. Dans les premiers jours, quelques manifestations de rue interdites à la presse étrangère, mais pas au téléphone portable des citoyens chinois. Ils sont nombreux à poster sur les réseaux sociaux des images d'exode d'un autre siècle, ces longues files d'indésirables chassés vers nulle part. Elles sont très vite censurées. Un jeune artiste pékinois, Roy Yong, est sur place depuis les premières expulsions. Il filme tout et arrive par miracle à poster chaque jour, quasiment en direct, une sorte de journal du nettoyage en cours. Bonjour grand-mère. Tous les habitants sont partis? Oui, ils sont partis. On m'a dit qu'il n'y a même plus de marché pour acheter vos légumes. Non, on n'a plus le droit de faire du commerce ici. On n'a plus rien à manger, ni à boire. On n'a plus d'endroit où habiter. On dit qu'il n'y a plus de chauffage non plus. Non, on n'a pas le droit de brûler du charbon. On n'a pas de chauffage ici. Vous avez quel âge? Oh, 70 ans. Roy Yong devient une excellente source pour les journalistes étrangers. Ces 150 vidéos retracent une lutte sans grand espoir. Le 7 décembre, il filme ainsi cette petite manifestation alors que tout est perdu. Nous, les gens du peuple, on ne peut plus vivre. On n'a rien, même pas de nourriture. À cause de cet incendie, c'est toute notre vie qui est détruite. Ça n'a pas seulement tué des gens. Un barrage de fortune, une route symboliquement bloquée et des policiers qui commencent à s'énerver. En Chine, on ne conteste pas les ordres venus d'en haut. Dégagez, vous devez libérer la route. C'est interdit de bloquer cette route. Si vous avez des problèmes, on peut en parler, mais ce terrain appartient à l'État, vous le savez. Alors d'abord, vous dégagez. Ils ont aussi enfin repéré Roy Yong, qui agace depuis des semaines la sécurité d'État. Viens ici, toi. Tu recules, ok? Roy Yong réussit de justesse à éviter l'arrestation. Prudemment, il part se cacher chez un ami à Tianjin, à 2 heures de la capitale. Il se coupe les cheveux, il rase sa barbe, mais rien n'échappe à l'œil de Pékin. Ouvrez la porte. Police. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? T'es pas un homme ou quoi? Mais vous voulez quoi? Il est minuit. Qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on fait, ouvre la porte. On est de la police. Il a juste le temps d'envoyer un message à sa fille sur Internet avant d'être arrêté. Ce que fait ton papa, c'est pour que ta génération ne souffre pas. Ne souffre pas de ce que l'on vit depuis 20 ans. Il faut que la liberté d'expression soit garantie. Chacun devrait pouvoir dire la vérité publiquement et au grand jour. Début février, Roy Yong, relâché sous caution, attendait d'être jugé pour trouble à l'ordre public. Zhu Zechao, lui, a été expulsé au milieu de l'hiver. Il s'est installé dans cette chambre qu'il loue 200 € par mois avec son épouse. C'est nettement plus cher qu'avant. Il a quitté sa province en rêvant d'une vie meilleure à Pékin. Mais ici, pour lui, rien n'est simple. Pour avoir mon permis de résidence, ça prend au moins 3 semaines. C'est très compliqué. Je dois aller au bureau de la sécurité publique pour imprimer un acte de naissance et mon casier judiciaire. Après, mon employeur doit signer un contrat avec photo d'identité. Et encore, je dois m'enregistrer à la police. C'est vraiment pas simple. À la merci d'une décision administrative, chassés de leur quartier, leur situation est tellement précaire qu'ils ont préféré laisser leur fils à la campagne.
On a pris cette photo l'année dernière quand mon fils est venu à Pékin. Maintenant, il a 3 ans. À l'époque, on vivait dans un autre quartier, mais on a dû partir. Et maintenant, mon fils habite avec ses grands-parents à la campagne. Chaque matin, il dépose sa femme au supermarché. Elle est caissière, lui, et carrossier. Il est payé à la pièce. À eux deux, ils gagnent plutôt bien leur vie, 1 500 € les bons mois, soit 2 fois le salaire d'un couple d'ouvriers. Mais en devenant ainsi des migrants de l'intérieur, des Minggong, même avec un permis de séjour, ils n'ont ni sécurité sociale, ni scolarité gratuite pour leurs enfants. C'est réservé aux citadins. Alors sa vie est devenue un enfer, à 1000 années-lumière du rêve chinois du président Xi Jinping. Il veut faire de son pays la première puissance mondiale en 2049 et que Pékin en soit la vitrine. Plus question que la ville soit constellée d'entrepôts en tôle ou de petits immeubles d'habitation bon marché. Dans le rêve de Xi Jinping, il n'y a aucune place pour les citoyens bas de gamme. Eux qui ont pourtant contribué à faire de Pékin une ville belle et riche et qui font encore tous les petits boulots dont les citadins ne veulent plus. Zhou Sochao retape ainsi leur belle voiture. Son quartier a été complètement rasé en une nuit, mais il reste miraculeusement une maison encore debout, sans doute pas pour longtemps, mais c'est un bon repère pour les clients. À la campagne, chez moi, je gagnais environ 600 €. Ici, j'en gagne 300 de plus. Ça fait une sacrée différence. Pour une voiture comme ça, je fais payer 40, 50 €. Je voudrais même ouvrir un magasin à Pékin. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Partout, les gens sont expulsés. C'est difficile de trouver un nouvel endroit. Si les affaires marchent bien, Zhou Sochao n'est pas pour autant sorti d'affaires. À tout moment, il peut être obligé de quitter la ville. Si on est expulsé, il va falloir que je trouve un nouveau local. Je n'ai pas le choix, partout c'est démoli. C'est vraiment dur de trouver un nouvel emplacement maintenant. On verra petit à petit en fonction de ce qui arrive. C'est un peu comme une guérilla. Si on n'a pas le droit de rester à un endroit, alors on bouge ailleurs. Travailler quand on est migrant, c'est vraiment difficile à Pékin. Si vraiment on n'y arrive pas, alors on devra rentrer chez nous. Alors mes sentiments, vraiment, on ne peut rien faire contre les décisions de l'État. C'est comme ça. Obéissance et résignation, pas de place pour les rêves. Dans certaines écoles, on ne rêve pas beaucoup non plus. Huangzhuang, 7h30. Les grilles s'ouvrent sur un air de Simon et Garfunkel. Cet établissement a déjà 20 ans. C'est la plus grande école pour enfants migrants de Pékin. Ici, la scolarité est payante, 1 000 € par an. En Chine, c'est énorme. Cette école ressemble à toutes les autres qui sont gratuites. Mais voilà, elle n'a aucune existence légale. Elle est clandestine et tolérée tant qu'elle applique strictement les programmes officiels dans le respect de l'idéologie marxiste-léniniste. La classe commence. Merci, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons revoir la leçon 25. Toi, vas-y. La longue marche. De Mao Tse-tung. C'est bien, tu peux réciter le poème. La longue marche de Mao Tse-tung. L'armée rouge ne s'effraie pas de la longue marche. 10 000 rivières, 1000 monts ne sont rien pour elle. Très bien, assis-toi, merci. Tout le monde l'applaudit. Malgré ses louables efforts d'orthodoxie, cette école vit ses derniers mois.
Elle est aussi dans les plans de destruction de la municipalité. Sheng Ying, l'institutrice, préfère ne pas en parler devant ses élèves pour ne pas trop les inquiéter. Notre école va être démolie. Ce sont presque 2000 élèves qui ne pourront plus aller à l'école et ils n'auront nulle part où aller. Même si les parents peuvent rester à Pékin, s'ils ont un travail stable et un bon salaire, il n'y aura plus d'école pour leurs enfants. Ils vont devoir retourner dans leur province natale. Ils seront des enfants perdus. Il existe une centaine d'écoles comme celle-ci à Pékin. La mairie veut toutes les voir disparaître. 80 000 enfants seront donc mis à la porte dans l'indifférence générale et malgré la tristesse de leur institutrice. Si l'école est démolie, alors ça ne sert à rien que les parents ou les professeurs manifestent ou fassent quelque chose. Nous avons surtout peur que les enfants soient blessés ou effrayés. Parce que les gens qui font ça, les démolitions, ils peuvent être très brutaux. Et on a peur pour nos enfants. Vous comprenez, nous, on pense d'abord aux enfants. Jiao a 12 ans. Il rêve de devenir astronaute. Ici, il se sent bien. Son père peut venir le chercher à la fin des cours. Et puis, il adore son école. Je veux rester ici. Mon ancienne école, au village, elle n'est vraiment pas bien. Par exemple, le sol est en ciment. Ça fait mal quand on tombe. Ici, c'est du caoutchouc. Il y a de l'espace et même de la pelouse. L'environnement est vraiment bien. Retour à la maison sur la moto électrique de papa. 5 km dans le froid glacial de l'hiver pékinois. Pour s'en protéger, la petite famille, elle aussi expulsée de fraîche date, a dû louer un appartement moderne entre les 4e et 5e périphériques. Jiao, ses parents et une tante vivent à 4 dans ce minuscule 2 pièces qui abrite aussi le e-commerce de chaussures de la famille. 700 € de loyer, 6 fois plus qu'avant. Une pièce pour le stock, une autre pour les valises, les lits et les devoirs. Avant, j'avais un magasin de chaussures à Pékin. Un vrai magasin. Mais ça ne marchait pas trop bien. Alors on a décidé d'ouvrir une boutique en ligne pour augmenter nos ventes. Notre magasin se trouvait sur le 4e périphérique, dans le centre commercial du Dragon Céleste. Il a été démoli lui aussi. En fait, attention, arrête avec tes feuilles. Pour la plupart des migrants, ces expulsions font qu'ils sont nombreux à être rentrés dans leur village. Parce que c'est difficile maintenant de trouver un endroit pour vivre. Tout est trop cher. Le temps passe, nous sommes vendredi. Zhou Seqiao a décidé de prendre quelques jours. Il va aller passer le week-end dans son village natal, voir ses parents et son fils. Sa femme va rester à Pékin. Le voyage est long et elle a très peu de congés. Conduis doucement. Oui, d'accord. Appelle-moi quand tu arrives. D'accord. Sois prudent. On n'a pas de vie stable à Pékin. Si je prends mon fils avec moi, à Pékin, déjà, il fait trop froid et puis aucun de nous deux ne peut s'en occuper. On travaille. Ce n'est pas pratique. Ce serait même un vrai problème pour moi. Il est bien mieux chez ses grands-parents au village. Ils peuvent s'occuper de lui. 61 millions d'enfants chinois sont ainsi gardés par leurs grands-parents à la campagne. Les visites sont rares, une fois par an, généralement au moment du Nouvel An chinois. Dan Dan, du haut de ses 3 ans, ne reconnaît pas son père.
et ça n'est pas prêt de s'arranger. Le jeune couple ne pourra pas prendre de vacances cette année. Ta femme peut pas prendre des jours? Mais non, je te l'ai déjà dit, elle ne peut pas venir avec moi, sinon on ne pourra prendre qu'une journée. Vous pourrez pas venir? Non, elle ne peut pas. Les provinces sont les grandes oubliées du miracle économique chinois. Dans le village de Sichuan, il ne reste que des enfants et des personnes âgées. Les jeunes en âge de travailler sont tous partis tenter leur chance en ville. Cet inépuisable réservoir de main-d'œuvre a servi depuis les années 80 à transformer la Chine en usine du monde. Le père de Ce Chao, lui, s'en sort plutôt bien. À 56 ans et avec ses économies, il a acheté ce grand terrain où il cultive du blé et du maïs. De quoi gagner sa vie au moins encore une dizaine d'années. Moi aussi, j'ai travaillé à Pékin. Mais je ne restais que quelques jours à chaque fois. Je ne me suis jamais habitué à la vie là-bas. Je restais 10 jours et puis je rentrais. J'étais ouvrier sur des chantiers de construction. Et comment ça se passe, toi, ta vie à Pékin? Ouais, ça peut aller. Mais depuis qu'on a déménagé, on a beaucoup moins de travail. Ça n'est pas facile de gagner de l'argent à Pékin. Tous les jours, il faut qu'on se cache, travailler en secret. Zhou Chao doit repartir. Le petit Dan Dan n'a pas tout compris. Les grands-parents sont déçus, le nouvel an sera triste. Mais Ce Chao n'a pas de congé payé, il doit payer son loyer, ses frais, et ses créditeurs ne sont pas des tendres. Les migrants venus des campagnes ne sont pas les seules victimes de ce grand ménage. Des milliers d'artistes ont également été expulsés de leurs ateliers. Yang Yuanhue, ces derniers mois, a été mise dehors 2 fois de suite de ses studios dans la banlieue de Pékin. Elle travaille désormais dans son appartement. Pékin a longtemps été la capitale culturelle de la Chine, mais cette époque est révolue. Quand j'étais encore étudiante, beaucoup de mes amis venaient de tout le pays pour tenter leur chance à Pékin. À l'époque, on trouvait la ville tellement intéressante et avec un patrimoine tellement riche par rapport aux autres qu'on était tous d'accord pour dire qu'à Pékin, tout était possible. Son loft est désormais sous-scellé en attendant les bulldozers. On doit enlever ça pour rentrer. Le studio venait à peine d'être refait quand l'ordre d'éviction est tombé. Une dizaine d'artistes indépendants comme elle, que le gouvernement supporte de plus en plus difficilement, ont été priés de partir. Insalubrité, occupation illégale, documents incomplets, tout a été bon pour les chasser. Même quand vous êtes diplômé d'une grande université, même si vous faites partie de l'élite de Pékin, que vous gagnez des milliers d'euros en tant qu'artiste, vous pouvez être mis dehors, comme n'importe qui. Dans sa nouvelle petite épicerie provisoire, toujours pas question pour Shinji de rentrer chez elle. C'est très loin, dans la province du Sichuan, à 3 heures d'avion de Pékin. À quelques jours de la date fixée pour une nouvelle expulsion, elle est très loin d'avoir liquidé tout son stock. Ce genre de choses va nous arriver encore une fois ici. C'est complètement dingue. Ils vous laissent vous installer, ouvrir une boutique, et puis brutalement, ils vous demandent de fermer et de tout dégager. À la fin de l'hiver, Pékin aura perdu 1 demi-million d'habitants. Pour la première fois depuis 20 ans, la population est en baisse. Mais il reste encore 7 millions de migrants dans la capitale chinoise.
seront sans doute vite priés d'apporter leur dernière pierre au rêve chinois, mais en pavant les routes de leur retour vers la misère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, avant de prendre congé de vous, l'adresse de notre site internet arte.tv. Merci de votre fidélité. La semaine prochaine, place à Andrea Fies. À dans 2 semaines. En ce qui me concerne, portez-vous bien d'ici là. Passen Sie gut auf sich auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.